Langlais, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous dans le lab. Donc là, on est là pour parler de votre livre et puis de notre contexte aujourd'hui. Tout va basculer. Alors quoi, en 2019 ? On y est ? C'est déjà trop tard ? Nous, on est en plein dedans. On est un peu à la rencontre de plusieurs ruptures, quoi. À la fois au plan politique, avec la destruction progressive des systèmes politiques traditionnels dans la plupart des pays du monde en même temps, hein, d'ailleurs. Et au plan économique, avec la montée du risque lié à l'endettement, au surendettement même, puisqu'on avait connu une crise économique il y a 10 ans, et que pour contrer ces effets, on a remis une couche d'endettement. Donc on a en quelque sorte retendu le ressort de la crise, ce qui veut dire qu'un jour ou l'autre, on se retrouvera face au même problème. Et puis le troisième plan, c'est le plan géopolitique, où on était quand même dans une espèce de concorde universelle, de montée en puissance des organismes de régulation internationale, et qu'aujourd'hui, on voit les grandes puissances revenir à une forme très classique d'affrontement les unes avec les autres. Oui, alors on a presque l'impression, en vous lisant, que Macron était un peu en retard, en fait, par rapport au cycle. Oui, en fait, la thèse de ce livre, c'est vrai que c'est que on termine un cycle libéral, et qu'il a commencé il y a une 50aine d'années, et que il s'est déployé, il a mûri, il s'est développé, mais il s'est aussi caricaturé, dénaturé, au point justement de créer ces deux crises jumelles que sont la crise financière et la crise politique. Crise financière justement à cause de l'endettement qu'il a provoqué, le libéralisme en déréglementant, et puis crise politique avec les inégalités qu'il a provoquées aussi, et qui du coup suscite une demande de protection qui va inverser le cycle idéologique mondial. Et c'est vrai que Macron est élu sur un programme libéral à un moment où le monde entier fait l'inverse et revient au retour de l'État. Mais c'est pas la première fois que la France est en retard. C'est même une tradition. Oui, c'est une tradition en fait, c'est ce que vous le dites dans le livre. C'est vrai, la dernière fois c'était justement au moment de la précédente inversion, quand on était parti dans le libéralisme au début des années 80. C'était Thatcher, c'était Reagan, même Deng Xiaoping en Chine libéralise. Donc c'est l'année clé, c'est 79-80. Et nous, à ce moment-là, en France, en 81, on vote pour François Mitterrand qui au contraire nationalise et veut rétablir le poids de l'État dans l'économie. Alors, ce qui se passe, c'est que Mitterrand, 2 ou 3 ans après, fait une correction et une inversion, et il se met à libéraliser lui-même. Il deviendra très très libéral d'ailleurs. Oui. Et parce qu'il se soumet à l'esprit des temps. Et on voit que la conversion de Macron est en train de s'opérer. Depuis la crise des Gilets jaunes, les mesures annoncées en décembre et puis celles tout récemment reviennent en très large partie sur ces 2 premières années de quinquennat au plan fiscal. Donc il est en train de détricoter tout ce qu'il avait fait, précisément parce que ça allait, me semble-t-il, à rebours de la demande politique du moment. Alors ici, en Belgique, on le vit, on a un affrontement un peu de ces mondes dont vous parlez. D'abord, alors on le retrouve assez peu, peut-être vous allez en dire un mot tout à l'heure sur la façon de faire cohabiter les enjeux écologiques avec le modèle économique. Ça peut être intéressant à explorer. Donc on a une espèce d'affrontement du monde libéral, du monde socialiste, du monde de ceux qui veulent nationaliser, de ceux qui veulent protéger, de ceux qui veulent ouvrir mais fermer en même temps. Enfin, c'est compliqué. Et donc, on a l'impression aussi que en tant que citoyen, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Quelle est la tendance qui serait la meilleure pour nous aujourd'hui ? C'est difficile à dire, mais je pense quand même que, justement, on a été trop loin dans une forme d'abaissement des frontières et de laisser faire du désordre, au fond, au plan économique. Au plan sociétal, après, c'est un jugement d'une autre nature. Mais la question des frontières est clé. Et de ce point de vue, me semble-t-il, ce qu'il nous faut, c'est probablement que les frontières protègent davantage. Alors après, en Europe, la question essentielle, c'est de quelles frontières parlons-nous ? Est-ce que ce sont les frontières nationales ou les frontières extérieures ? Bien sûr, la sortie par le haut, ce sont les frontières extérieures. C'est-à-dire qu'au plan commercial, face à la Chine, par exemple, l'Europe s'organise pour dire non, les amis, non.
on ne vous laisse pas prendre nos marchés publics si vous n'ouvrez pas les autres. On ne vous laisse pas acheter des entreprises technologiques de premier plan si nous n'avons pas le droit d'acheter des entreprises chinoises. C'est quand même le bon sens. Hein. Une équité, quelque part. Voilà. Une équité, c'est exactement le mot qui convient. Et pour ça, il faut précisément des frontières, des contrôles aux frontières qui permettent de mettre en conformité la réalité avec ce qu'on a décidé. L'Europe n'est pas prête, elle change quand même. On voit cette idée qui monte quand même, mais est-ce qu'on peut l'implémenter à 27 donc, c'est-à-dire définir une plateforme commune qui permettrait d'avoir une politique commune qui soit différente de celle d'aujourd'hui? C'est évidemment un peu spéculatif à l'heure actuelle que de le penser, parce que le degré de conscience et d'attente par rapport à ces questions n'est pas le même dans tous les pays. Alors, il y a deux choses. D'abord, on a l'impression que finalement Donald Trump aurait peut-être raison de durcir un peu le ton avec la Chine, puisque voilà, il dit moi, ça suffit, moi je dois relancer, j'ai mon économie à gérer. Est-ce que les chiffres lui donnent raison? Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le consommateur, lui, finalement, c'est ce que vous expliquez, il en a quand même pas mal profité. Mais il n'a pas pensé que le travail serait une marchandise et que du coup, il serait pénalisé. Donc au final, on n'a pas gagné grand-chose de cette mondialisation, puisqu'on a gagné en consommant des choses dont on n'a pas forcément besoin, mais notre travail, lui, a été mis à rude compétition. Et ce qui fait que voilà, on est dans la spirale dans laquelle on est aujourd'hui. Non, vous dites les choses de façon très tranchée, mais vous n'avez pas tort, au moins pour une part de ce raisonnement que je rejoins. En réalité, je le nuancerai un petit peu. Quand vous dites on n'en a pas profité, ça dépend qui. Oui, c'est vrai. Et c'est toute la question, c'est que finalement ceux qui n'en ont pas profité sont les perdants du système actuel, et ce sont ceux-là à qui les partis traditionnels ne parlent plus. Parce que, en fait, eux veulent de la protection, et les partis traditionnels ont longtemps considéré que c'était infamant, et que c'était une forme d'obscurantisme, et qu'il fallait au contraire aller vers le progrès, c'est-à-dire continuer la marche vers l'Europe et l'abaissement des frontières, une sorte de mondialisme. Donc, le libéralisme dans toute sa splendeur, celui qui a été incarné par Hayek. Avec un oui, absolument, qui a été la déclencheur de cette révolution libérale. Alors, là encore, c'est vrai qu'il faut aussi nuancer un peu dans le sens où ce libéralisme a apporté des choses. Et alors, probablement davantage aux pays qu'on appelait en voie de développement il y a 30 ou 40 ans. Qui ont pu rattraper un mais oui, retard très, très mais oui, les pays émergents qu'on appelle aujourd'hui. Moi, j'ai vécu en Chine il y a 35 ans. La Chine d'aujourd'hui n'a plus rien à voir. Hein. C'est la mondialisation qui a permis ça. Le problème, c'est qu'on n'est pas chinois, nous. Donc, vu de chez nous, on retombe sur votre raisonnement. C'est-à-dire, oui, on a eu des prix bas, mais pour autant, on a eu la cohésion sociale de nos pays qui a été mise à l'épreuve avec l'étirement des hiérarchies sociales et le fait que certains ont vu leurs opportunités d'enrichissement et de carrière démultipliées avec la mondialisation, alors que d'autres ont été exposés à la concurrence des non qualifiés et du coup ont vu leurs opportunités de boulot ou leur salaire se réduire. Donc, vous appelez ça le théorème Mbappé. Oui, tout à fait. C'est vrai que en fait, j'ai calculé, mais ça vous dit rien parce que vous êtes trop jeune, mais dans les années 70, comme vous dites ici, il y avait un attaquant... j'ai fait des progrès. Il y avait mais cela dit, c'est vrai que c'est idiot, 70. Moi, souvent, oui. Quand les gens commencent 70, on entend 60, et du coup, ça induit la confusion. Et alors, on ne devrait même pas dire 80, mais moi, non, pour mais... l'anecdote, j'ai vécu en France pendant quelques années, et j'ai mis 10 ans à ne plus signer mes chèques en mettant 70. Ah oui, ça ne m'étonne pas. C'est beaucoup plus logique de faire comme vous le faites. Mais les Français ne sont pas très logiques, sous une apparence de cartésianisme. Mais donc, dans les années 70, il y avait un attaquant très réputé en France qui s'appelait Dominique Rocheteau, qui était à Saint-Étienne. C'était la star absolue, le Mbappé de l'époque. Et donc, j'ai retrouvé son salaire et je l'ai calculé aux normes d'aujourd'hui. Hein. Il gagne en gros ce que gagne un cadre très supérieur, c'est-à-dire entre 10 et 15 000 euros par mois. Hein. C'est un très beau salaire, mais Mbappé, c'est plutôt 1 million ou 1,5 million par mois. Donc c'est 100 fois plus. Pourquoi ? Parce que le marché de Mbappé, il est mondial, que les opportunités d'enrichissement qu'il offre à ses sponsors, c'est considérable. Donc il y a la même chose avec Pavarotti et Caruso, hein, les ténors. Ils ont le même organe et à 100 ans d'écart, l'un est 100 fois plus riche que l'autre parce que Pavarotti vend dans le monde entier, là où Caruso avait un marché beaucoup plus limité. Donc du coup, ça a permis à ce néolibéralisme et cette mondialisation a permis à quelques-uns de vraiment exploser. Oui.
Et donc, on a un indice, finalement, on a une inégalité des richesses qui est de plus en plus grande, là où la classe moyenne, du coup, va être confrontée à ça de plus en plus. C'est vrai. En fait, ce que vous dites sur le haut du panier est tout à fait juste. C'est-à-dire, on a tout, et c'est comme ça dans tous les pays. Hein, la progression des revenus est beaucoup plus rapide pour les 10%, et encore plus rapide pour le 1% du haut de l'échelle, et encore plus rapide pour le 0,1, et vous pouvez continuer comme ça. Et alors, ça a toujours été un petit peu comme ça, mais là, ça l'est beaucoup plus. Et à l'inverse, en bas, on voit plutôt les chiffres se détériorer parce que justement les opportunités de travail ont diminué. Au milieu, cette grande classe moyenne qui a été le socle de la démocratie et des Trente Glorieuses. Hein. C'est un peu les fantassins de la reconstruction européenne. C'est les gens qui ont travaillé pour reconstruire nos pays après la guerre. Et on voit qu'elle s'est aussi séparée. Il y a un tiers de la classe moyenne qui est montée, qui a été aspirée par la dynamique positive induite par l'interaction entre mondialisation et technologie. Et puis les deux tiers du bas qui, eux, sont plutôt tirés vers le bas, quoi. Et qui luttent, qui peinent, qui voient leurs enfants lutter, peiner, et qui, contrairement à leurs parents, n'ont pas le sentiment que leurs enfants vivront mieux qu'eux, et qui, du coup, mettent en cause le système. Et ne voyant pas de réponse de la part des partis traditionnels, bah, ils s'adressent aux autres. Hein. Et je pense que c'est une des raisons de l'essor des populistes, quoi. Alors, on voit bien quand même que ça se recompose, pour poursuivre par une note plus optimiste, parce que c'est comme ça en Belgique aussi et en France. Sur les listes électorales pour les européennes, là, on voit bien que ça s'est renouvelé profondément quand même, que vous avez des jeunes. Et ils sont tout en bas des listes. Hein. Oui. En même temps, ça commence. Voilà. Ça commence. Alors, on pourrait dire, bah oui, c'est parce que c'est les élections européennes et que c'est moins important. Pas seulement. En fait, vous savez, souvent, les crises durent parce que les élites ne changent pas. Pour des raisons très simples. Hein. Quand on est à une place de pouvoir... Ce sont les cycles dont vous parliez. Oui, et une fois que vous êtes en place, vous ne voulez pas céder votre place. Parce que vous avez intérêt à... Et du coup, comme vous raisonnez toujours un peu de la même façon, eh bien les crises se prolongent. Et au fond, les crises ne sont résolues véritablement que lorsque une nouvelle génération accède au pouvoir et qu'elle raisonne différemment. Et du coup, prenant les mêmes problèmes de façon différente, bah, elle obtient des résultats différents. Alors, il y a plein de questions là qui arrivent, mais c'est marrant parce que je vais aller écouter tout à l'heure un monsieur qui s'appelle Steven Pinker, Oui. et qui est un grand optimiste. Alors lui, il dit, et il se base uniquement sur la raison, et donc les chiffres donnent raison, on va mieux. Alors pourquoi on a l'impression qu'on va pas mieux? Pinker regarde le monde vu de Jupiter. Hein? Et quand on le voit de loin, on voit sa globalité, on voit les 1,3 milliard Chinois qui bouffent, qui justement s'enrichissent, on voit l'espérance de vie qui progresse à peu près partout. Enfin, elle rediminue un peu dans certains pays occidentaux, mais on voit le fait que le niveau de vie a quand même globalement progressé sur une longue période, que les maladies sont désormais, au moins pour certaines, combattues et traitées. Donc quand on regarde ça, on se dit, bah, attendez, la dernière fois que je suis venu, c'était il y a 50 ans, les gars, ça va beaucoup mieux. C'est vrai, mais reste qu'on ne vit pas sur Jupiter, Non. et que notre appréciation, elle est déterminée par notre propre évolution, à nous. Et que bah, si justement on est un peu en difficulté dans son boulot, qu'on ne voit pas son pouvoir d'achat augmenter, le fait que ça allait moins bien il y a 50 ans, on s'en fout un peu. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut balancer ce que dit Pinker. Il faut en réalité garder la double vue. La vue super macro, mais ne pas perdre de vue les perspectives nationales, parce que c'est ça aussi qui explique justement les choix politiques qui sont faits. Alors ben justement, donc, si ça va mieux, c'est vrai que c'est bien d'en s'en rendre compte. On peut aussi avoir du mal avec ce qu'on a aujourd'hui, et on peut aussi par exemple se dire que si le pouvoir d'achat, il semble avoir augmenté, sur certains critères, peut-être que les critères de pouvoir d'achat sont plus bons. Par exemple, l'énergie, le logement, pour les revenus les plus bas, sont les plus lourds à porter. Or, les petits loyers ont fortement, en tout cas en Belgique, fortement augmenté, et les postes d'énergie ont fortement augmenté aussi. Donc c'est peut-être ça. Mais est-ce qu'après nous, on doit apprendre à consommer autrement aussi ? Sans doute. Alors, je pense que c'est deux questions différentes, mais sur votre première question qui est très importante, qu'est-ce que valent les moyennes, quoi ? Et c'est vrai qu'on était dans des sociétés où la moyenne avait une vraie signification parce qu'il y avait une classe moyenne.
Et parce que si vous n'étiez pas dans la classe moyenne, vous aviez néanmoins la perspective de la rejoindre. Si c'était pas vous, c'était vos enfants. Donc la moyenne, voilà, si c'était pas moi aujourd'hui, ça serait moi demain ou mes enfants après-demain. Puis aujourd'hui, les destins sont tellement divergents que la moyenne, les gens n'ont plus tellement le sentiment de s'y retrouver. Et ils ont un peu raison. C'est-à-dire que, justement, il y a maintenant une échelle qui est beaucoup plus vaste de situations. J'ajoute à ça un argument qui est d'une autre nature, qui là, pour le coup, est plutôt contestable, mais c'est que, et on l'a vu avec la révolte des Gilets jaunes en France, on leur dit, mais les gars, voilà, le pouvoir d'achat augmente de 2%. Les types disent, mais moi, non. C'est-à-dire que, au fond, l'individualisation, le sentiment de pouvoir maîtriser les grands problèmes économiques ou politiques font que tout le monde se dit c'est moi qui ai raison, quoi. Hein, et qu'il n'y a plus de terre commune où le débat peut se faire. Ce qui est d'ailleurs un problème pour la vie politique. Parce que à partir du moment où je ressens quelque chose, c'est la vérité. C'est ma vérité et elle est tout aussi importante que la vérité. C'est la vérité. Parce que je suis incapable de sortir de moi-même. Je ne dis pas que ce qu'ils disent était complètement absurde, mais je dis que de plus en plus, le débat est atomisé à cause de cette tendance un petit peu centrifuge qui fait qu'on ne reconnaît plus les éléments de débat commun, quoi. Après, faut-il apprendre à consommer autrement ? Sans doute. Encore faut-il pouvoir consommer. C'est-à-dire que pour le coup, on a là... on parle de gens qui sont à des niveaux de salaire qui, de toute façon, leur fait aller vers les prix les plus bas parce que c'est trop difficile de joindre les deux bouts à la fin du mois. Oui, vous dites aussi qu'on s'est retrouvés, alors ça ressemble à aujourd'hui, mais la pub qui arrive comme une effraction, qui ressemble à une effraction. Oui, c'est-à-dire que c'est ça, un état de choses où le producteur produit sans profit, l'acheteur achète sans besoin. Oui, c'est Claudel qui dit ça dans les années 30 et il raconte l'avant-crise en fait. On dirait aujourd'hui. On dirait aujourd'hui. On dirait aujourd'hui. Et effectivement, c'est une société, c'est le début de la société de consommation. Qu'on voit se développer à partir des années 22-23 jusqu'en 29, où la crise marque un coup d'arrêt à tout ça. Et Claudel, qui sort d'une société très attardée, la France, et par rapport aux États-Unis, on est très, 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 très loin. Et notamment par rapport aux grandes villes américaines, comme les connaissait Claudel. Et du coup, il découvre ça un peu comme s'il avait été sur Mars, quoi. C'est drôle. En tout cas, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des cycles et qui tournent et que finalement, il faut juste se préparer au cycle suivant. Ce n'est pas une catastrophe en tant que telle. Moi, j'ai une dernière question, parce que vous parlez beaucoup de Keynes et de Friedman. Est-ce que l'un des deux peut quelque chose pour faire concilier les enjeux économiques et les enjeux écologiques ? Ou est-ce qu'il faut aller sur un autre type de théorie économique ? C'est une question intéressante, mais dure. Au fond, la question que vous posez, je pourrais la reformuler différemment, c'est est-ce que le fonctionnement du marché peut nous aider à mieux gérer les ressources finies de la Terre ? Au vu de ce qui se passe aujourd'hui, on serait tenté de dire non, parce que le marché est là, on a essayé de mettre en place un marché du carbone en Europe, vous savez comment ça s'est fini, mal, même si on y revient petit à petit. Donc il est possible que la gestion précautionneuse des ressources naturelles qui va s'imposer impose des décisions étatiques fortes. On revient, André, au keynésianisme qui a sauvé, Roosevelt l'a prouvé, qui a sauvé des pays de la crise. Qui garde ses vertus, bien sûr, au moins pour certains moments, qu'on a jeté aux orties justement dans la période libérale et qu'on a redécouvert après 2009. Mais c'est vrai que... Alors évidemment, la question d'après, c'est mais est-ce qu'on ne va pas vers un autoritarisme vert, les Khmers verts, comme on disait. Mais on n'en est pas là. Mais... C'est vrai que c'est un peu ce qui se profile. On a l'impression que c'est où, et dans le débat politique aujourd'hui, on est à la veille des élections, c'est où on part vers de l'autoritarisme écologique, ou on va vers du libéralisme effréné. On a vraiment l'impression et puis l'État-providence des socialistes. On n'a pas vraiment ce discours... Non, c'est vrai que... Mais alors, ce qui est intéressant par rapport aux deux auteurs que vous citez, qui sont quand même deux auteurs majeurs du XXe siècle, c'est que ni l'un ni l'autre n'ont appréhendé la question écologique de façon de front, parce que ces problèmes ne se posaient pas. Donc, on attend les Keynes et les Friedman d'aujourd'hui pour qu'ils
ils modernisent la théorie et qu'ils nous permettent de justement mieux gérer tout cela. Vous en connaissez ? Non, il y a des gens que je suis avec beaucoup d'intérêt, économistes américains ou européens, mais on ne voit pas celui qui aurait la théorie complète, qui jouerait un rôle aussi important qu'a joué Friedman dans le cycle libéral ou Keynes dans le cycle étatiste et dirigiste. Enfin, au moins, moi, je ne le vois pas. Je ne suis probablement pas le meilleur analyste. Il y en a un, et on terminera là-dessus, en tout cas à l'ULB ici, qui s'appelle Friedman aussi, mais avec un Y, et qui développe une théorie où en fait le capital, l'humain et l'environnement sont en fait les indicateurs de performance et de réussite et de richesse. C'est-à-dire que pour évaluer une entreprise sur ses résultats, il faut évaluer les 3 critères et pas juste le critère du capital. Et donc, ça serait aller vers quelque chose de beaucoup plus holistique. Et donc, il y a des gens qui travaillent sur ça, en tout cas, mais c'est à l'état de recherche. Je ne pense pas que le modèle soit fini. Bon, en tout cas, c'est encourageant. C'est encourageant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour donc, tous ces éclairages. On en sait déjà un peu plus. À très bientôt. Mais à très bientôt, avec plaisir. Merci à vous.